Bienvenue sur Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Aujourd'hui, nous abordons une question qui intrigue autant qu'elle divise. Nos choix sont-ils vraiment les nôtres ou sommes-nous influencés par des forces invisibles ? Depuis des millénaires, les hommes ont cherché à décrypter ce qui les dépasse. En Chine antique, les empereurs ne prenaient aucune décision sans consulter le I Ching, persuadés que les mouvements du monde obéissaient à des cycles qu'ils pouvaient apprendre à lire. En Occident, les plus grands esprits, de Kepler à Jung, ont exploré l'astrologie non pas comme un dogme, mais comme un outil pour mieux comprendre l'ordre du réel. Mais aujourd'hui, que valent ces savoirs ? Superstition ou sciences oubliées ? Pourquoi un tirage de tarot semble-t-il si souvent toucher juste ? Les astres influencent-ils notre destinée ou nous offrent-ils simplement un miroir pour mieux nous observer ? Afin de mieux comprendre ces disciplines souvent mal interprétées aujourd'hui, nous recevons Didier Colin, astrologue et auteur des livres « Le tarot et votre avenir » et « Le dictionnaire merveilleux de l'astrologie », tous deux publiés chez First Edition. Alors, tarot, astrologie, illusion ou véritable outil de connaissance ? Décryptons cela ensemble. Je suis Amal Dadol, curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Didier Colin, bonjour. Bonjour Amal. Alors, votre livre « Le tarot et votre avenir » propose une lecture du tarot qui va bien au-delà de la divination classique. Vous y évoquez le tarot comme un outil de connaissance de soi et le rapprochez en cela du taoïsme. Pourquoi établissez-vous ce parallèle ? Alors, d'abord parce que je suis très passionné par la culture chinoise, qui est riche, très riche en divination, et que le taoïsme a évidemment baigné dans cette culture. Dans le Lao Tzu dit en quelque sorte que on ne peut rien faire sans se fier au cycle planétaire ou dans les mouvements des constellations. Donc le taoïsme est branché, connecté, si on peut dire, avec l'univers. Et j'ai évidemment fait le parallèle entre le tarot et le Tao, parce qu'il y a une consonance un peu similaire et une résonance un peu similaire, sachant que le tarot est aussi un langage divinatoire qui a des origines en Asie, en Inde notamment. Au départ, c'était un jeu qui était aussi en même temps une encyclopédie vivante, qui s'appelait le Desavatara, qui était constitué d'environ 20 000 petites cartes rondes, qui étaient au départ faites en bois, et puis par la suite, elles ont été cartonnées. Et quand en fait, une caste d'intouchables a été chassée des Indes et a traversé l'Asie et l'Europe pour venir donc chez nous, ils sont venus avec leur jeu, qui a été très très vite implanté en Europe. Et c'est en fait à partir de ce Desavatara, dont on a perdu beaucoup évidemment de cartes en cours de route, qui était à la fois un jeu divinatoire et une encyclopédie vivante. Il faut bien insister là-dessus parce que tous les jeux divinatoires à l'origine avaient un caractère encyclopédiste. Pourquoi ? Parce que à travers cette forme de divination, en même temps, on se transmettait des informations. Il faut bien comprendre que la divination est née à l'époque où les êtres humains n'écrivaient pas encore. Donc, ils ne pouvaient se transmettre les informations que par voie orale. Et avant même de parler, le langage était axé sur toute une gestuelle, comme on voit toujours chez les animaux. D'ailleurs, il est important de savoir que notre alphabet, dont on se sert aujourd'hui dans le monde entier, qui en réalité date à peu près du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui a été vraiment exploité par les Grecs, alors qu'à l'origine, c'est les Hébreux qui ont créé cet alphabet. C'est l'alphabet des 12 lettres nombres de l'alphabet hébraïque. Et cet alphabet s'inspirait complètement des marques et des signes laissés par les animaux. Parce que, en fait, nos ancêtres vivaient en relation constante avec la nature et avec l'univers. Et ça répond un petit peu à ce que vous avez dit en introduction, Amal, à savoir que, effectivement, nous sommes connectés avec l'univers, nous le sommes depuis toujours, nous avons perdu cette connexion, hélas, ce qui fait qu'on commet toutes sortes d'imbécilités aujourd'hui et d'erreurs graves qui peuvent se retourner contre nous, parce que nous ne vivons plus en relation avec la nature. Donc, pour en revenir au tarot, ce Desavatara est arrivé en Europe,
Il a très très vite eu beaucoup de succès, notamment dans le sud de l'Europe et dans l'est de l'Europe. Et là, on retrouve les tziganes et comment on appelait les gens du voyage? Les gitans. Oui, les gitans, bravo. Et les gitans, donc chacun a donné un peu sa méthode et sa façon de... Et puis, en fait, on renoue justement avec l'alphabet des lettres nombres hébraïques, à savoir que les 22 arcanes majeures du tarot correspondent aux 22 lettres nombres de l'alphabet hébraïque et de la Kabbale, donc. Et que, en fait, ce sont des Juifs qui se sont exilés eux-mêmes la plupart du temps en Espagne au XIIIe et XIVe siècle où régnait une inquisition épouvantable, un antisémitisme déjà qui était de notoriété publique. Ils se sont réfugiés là et en fait, il y a eu beaucoup d'alchimistes et d'astrologues parmi eux. Et pour préserver leur code, parce que les 22 lettres nombres de l'alphabet hébraïque sont aussi un code, pour préserver leur code, ils ont créé les 22 arcanes majeures du tarot qu'ils ont ajoutés aux 78 lames qui existaient déjà. Voyez ? Donc, moi, je me suis penché surtout sur les 22 arcanes majeures du tarot parce que elles ont une richesse symbolique absolument fabuleuse. Pourquoi ? Parce que l'alphabet hébraïque, qui restait justement cet alphabet encore imprégné de tous les signes de la nature avec lesquels nous sommes en connexion, lui, il est beaucoup plus ancien. Il date au moins de 1500 avant Jésus-Christ. Et c'est grâce à cet alphabet, d'ailleurs, que les Hébreux ont pu écrire leur Bible. Ils ont été les premiers à écrire. On pourrait dire qu'ils ont créé le marketing, puisque c'est les premiers qui ont raconté leur histoire. Et ils ont su vraiment raconter leur histoire à leur manière. Et la Bible, d'ailleurs, est aussi un livre qui correspond un peu à une encyclopédie, parce que quand vous suivez, par exemple, les prophètes, ou que vous suivez le peuple juif, vous voyez qu'il va de région en région, que tout est indiqué au détail près. On se dit, mais pourquoi donner tous ces détails dans un livre saint, qui est censé être un livre saint? Mais c'est parce qu'en même temps, ils faisaient de l'histoire et de la géographie, avant l'heure. Et donc, ils indiquaient les chemins qu'ils avaient suivis pour aller d'un endroit à un autre, puisque c'était un peuple nomade. N'oublions pas, c'était pas un peuple sédentaire, c'était un peuple nomade. Donc, il y a une magie, il y a une force dans les 22 arcanes majeures du tarot qu'on ne trouve pas dans les arcanes mineures. Et en exploitant le principe du tirage en croix, c'est-à-dire on choisit 4 cartes parmi les 22 dans le tarot divinatoire, on obtient une espèce d'actualisation immédiate de ce qui se passe en soi, à l'intérieur de soi-même. Parce que pour souligner ce que vous avez dit au début, Amal, oui, il existe des forces invisibles, mais ces forces invisibles ne nous influencent pas de la façon dont on l'imagine. C'est-à-dire, on se dit, par exemple, j'ai un mauvais transit de Saturne, donc, ou alors Mercure est rétrograde et rien ne va plus en ce moment. Erreur fondamentale. Les choses ne se passent pas comme ça. Pour nos ancêtres, dits primitifs, qui étaient en fait plus primaires et qui ont quand même traversé le monde et vécu sur Terre pendant 2 millions d'années, il y avait une espèce d'interrelation entre l'événement et eux. C'est-à-dire que il se produisait un événement qui les influençait et qui les influençait à leur tour. C'est-à-dire qu'il y avait un juste retour des choses. On n'est jamais unilatéralement influencé par des événements extérieurs. Ce qui nous arrive, c'est ce qui nous ressemble. C'est pas ce qu'on mérite. C'est ridicule de dire ça, parce que ça voudrait dire que les gens très bien sur Terre devraient être très heureux et très riches, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps. Comme chantait Claude Nougaro, les plus grands voyageurs de l'esprit vivent dans un profond mépris. Ce qui est toujours le cas, alors qu'on ne comprend pas pourquoi, puisque s'il nous arrive ce qu'on mérite, logiquement, quand on est bon, qu'on fait le bien, qu'on se comporte bien, on devrait nous arriver que des bonnes choses. Et c'est pas le cas. Par contre, il y a des gens qui se comportent très mal sur Terre et qui ont un pouvoir obscène. Donc, c'est pas normal. Non, il nous arrive ce qui nous ressemble. C'est autre chose. Et vous avez fait aussi allusion au miroir. Et là, j'en viens au zodiaque. Et le zodiaque, effectivement, est un grand miroir de l'inconscient collectif. C'est-à-dire que si les astres exercent une influence quelconque sur nous, c'est d'une manière très subtile et qu'on ne peut pas mesurer aujourd'hui. Vous voyez ? C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de visible et d'invisible, c'est très ambigu, parce qu'il y a une partie de l'invisible ou de ce qui était invisible avant qui l'est aujourd'hui.
Aujourd'hui, on sait voir avec nos appareils technologiques très sophistiqués des atomes, des particules, des cellules qu'on ne savait pas voir avant. Donc, il y a une partie de l'invisible qu'on voit, sauf que cet invisible-là est encore du domaine de la matière. Il n'est pas du tout du domaine de l'invisible. En revanche, les archétypes tels que les a définis Jung, et qui sont en fait des espèces de centres-forces qui s'activent en nous en fonction de certaines circonstances, de certaines situations et de notre évolution personnelle, ça, c'est dans le domaine de l'invisible. Mais les astres, ils sont pas dans le domaine de l'invisible, on les voit très bien. Et on ne peut pas mesurer une influence quelconque d'un astre à un moment donné. En revanche, ce qu'on peut très très bien estimer, et c'est comme ça que nos ancêtres, là je vais schématiser, je vais prendre un grand raccourci, ont créé l'astrologie. Ils ont, en observant le ciel, qui leur a servi de guide pendant des millions d'années, en observant le ciel, ils se sont rendus compte qu'il y avait des coïncidences signifiantes, ce que Jung appelle des synchronicités, entre certains événements célestes qui se produisent dans le ciel et certains événements terrestres. Donc, ils se sont rendus compte que quand on retrouvait certaines conjonctions d'astres ou certaines constellations qui revenaient à un certain moment dans le ciel, il se produisait tel et tel événement sur Terre, et que c'était cyclique. Donc, à partir de là, ils ont, comme nous faisons partie d'une espèce qui est quand même très, très inventive, très créative, très imaginative, pour le pire et le meilleur, ils en ont tiré des conclusions. De la même façon, quoi de plus merveilleux que d'observer les étoiles et, à travers ces étoiles, de se transmettre des informations de génération en génération. Tu vois, mon fils, ma fille, quand tu apercevras telle constellation, c'est qu'il se produira tel événement sur Terre et en même temps, ça correspond à la période où il y a tel animal qui réapparaît, qui sort de... Voilà, tout s'est passé comme ça. Et l'astrologie, c'est ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le zodiaque, il y a tout ce qu'on est. Absolument tout ce qu'on est. C'est-à-dire que la plupart des astrologues vivent enfermés dans le zodiaque. Pour moi, le zodiaque est une porte ouverte sur l'univers. Ça veut dire quoi, être enfermé dans le zodiaque ? Le zodiaque, c'est un cercle. Donc, si vous rentrez dans ce cercle, que vous risquez de ne jamais en sortir. Vous voyez, alors que c'est une fenêtre fabuleuse, qui fonctionne sur le principe de l'analogie, et de l'analogie avec tout ce qui existe sur Terre. Absolument tout. Donc, en fait, s'intéresser au zodiaque, c'est avoir un esprit universaliste et infiniment curieux. Oui, d'ailleurs, vous dites on n'est pas astrologue, en fait. Celui qui se dit astrologue, ça n'existe pas selon vous. En fait, on est curieux. Oui, bien sûr. D'abord, mais on n'est pas astrologue. Non. Moi, je suis tombé dans la marmite de l'astrologie tout seul comme un grand il y a maintenant 55 ans. J'en suis jamais sorti parce que j'en ai pas fait le tour. Je suis toujours émerveillé. Je continue à apprendre des choses. Vous voyez, je suis comme une espèce d'éternel étudiant. Il y a des choses que j'apprends encore, que je découvre encore, en consultant le zodiaque, les astres, ou en faisant des thèmes à des particuliers, juste pour le fun, pour aider l'autre. C'est-à-dire que pour moi, l'astrologie a été un merveilleux instrument de communication pour exprimer à l'autre ce que je ressentais de lui, sans savoir vraiment le verbaliser. Et le zodiaque de son thème astral me donnait un schéma qui me permettait donc de rentrer dans son intimité et de le décrire comme si je le connaissais depuis toujours, en procédant par analyse, mais aussi par synthèse. Vous savez, on a un mental qui est très évolué, un intellect qui est trop évolué, mais il a un gros défaut, c'est qu'il ne peut jamais penser qu'une chose à la fois. Alors, il y a des gens qui disent « mais moi, je suis capable de faire plusieurs choses à la fois ». Oui, mais penser, non. Vous ne pouvez pas penser plusieurs choses à la fois. Vous pensez une chose à la fois. Mais c'est vrai que le flot des pensées, parfois, est tellement fou qu'on a l'impression qu'on pense à de multiples choses, alors qu'on ne pense qu'à une chose à la fois. Et donc, il est très difficile pour nous d'avoir un esprit de synthèse en ce qui nous concerne. D'autant que, à mon sens, on ne peut pas être objectif. Moi, j'ai toujours dit, je suis un sujet, je suis subjectif, je ne peux pas être objectif. L'autre peut, par contre, m'apporter un éclairage intéressant qui va me permettre de me remettre en question en tant que sujet, pas en tant qu'objet. Un objet, c'est inerte. Moi, je suis pas inerte.
ok ? Donc un individu, quand je lui parle et que je lui fais son thème, comme si je vous faisais votre thème à vous, Amal, par exemple, ça serait aujourd'hui. Alors que vous êtes né il y a déjà un moment. Donc forcément, j'actualiserai. Sinon, quel intérêt ? Si je vous parle de vous à l'instant où vous venez de naître, quel intérêt pour vous de savoir ce que vous étiez à ce moment-là ? Si, ça peut avoir un intérêt philosophique, si vous voulez, en se disant, oui, effectivement, puisqu'on se sert de la date de naissance pour établir un thème, il ne faut pas oublier que cette date de naissance, c'est un moment vécu par la mère. Et que donc, dans le thème de l'enfant, on voit tout de suite ce que la mère a transmis ou pas à l'enfant. Vous voyez ? Il faut toujours tenir compte de tous ces éléments parce qu'on n'est pas... Un événement n'est jamais isolé. Il peut être unique, mais il n'est jamais isolé. Et quand on étudie le thème astral d'une personne, il est établi à partir d'un instant unique où la personne est née sur Terre, mais cet instant et cet événement n'est pas isolé. Il s'est produit d'autres choses autour. C'est comme ça que nos ancêtres donnaient des prénoms qui avaient tant de signification aux enfants parce que c'était en relation avec un événement céleste, un événement terrestre, un animal ou un événement qui s'était produit dans la communauté, etc. Ça, au moins, c'était des prénoms vivants. Vous comprenez ? On avait des prénoms vivants qui voulaient vraiment dire quelque chose. Alors justement, vous parlez de la naissance. Pourquoi, par exemple, deux jumeaux nés à quelques minutes d'intervalle ont-ils parfois des destins, des vies, des personnalités opposées ? Non, pas opposées. D'abord, il faut bien comprendre que nous sommes tous duels. C'est-à-dire que nous avons tous une double personnalité. Les psychologues parlent de bipolarité ou de schizophrénie, ou dans le pire des cas. Ceux qui ont la foi parlent d'un ange gardien. En réalité, effectivement, chacun a son double. Ça, les Égyptiens l'avaient très bien perçu, puisque vous savez, il y avait le Ka qui était le double de chaque être humain qui s'en allait après la mort. Donc nous sommes doubles, nous avons une double personnalité. Plus vite on en est conscient, mieux on se porte. Ce qui veut dire qu'on n'est jamais tout blanc ou tout noir, on n'est jamais tout bon ou tout mauvais, que c'est scandaleux en fait d'éduquer les enfants en leur disant « t'as été méchant ». Parce qu'en fait, un enfant n'est jamais méchant, il ne fait que ce qu'on attend de lui, même si parfois, justement, le résultat fait qu'il devient méchant. Parce qu'il croit que c'est ce qu'on attend de lui. Donc, en fait, les parents devraient bien réfléchir à ce qu'ils disent à leurs enfants, qui peuvent, surtout quand ils ont entre 0 et 7 ans, parce que ça peut devenir définitif. Et ils peuvent finir par croire qu'ils sont comme ça. À force de leur dire qu'ils sont comme ça, ils le croient. Parce que ce sont des êtres qui sont éminemment sous influence. Donc, nous sommes tous doubles. Et en fait, quand j'ai étudié un thème astral, je vois tout de suite comment la personne vit sa dualité. D'abord, toute femme a un homme en lui, tout homme a une femme en lui. Ça, Jung l'a très bien illustré, mais surtout Marie-Louise von Franz, je ne sais pas si vous connaissez Marie-Louise von Franz, dont je parle toujours, qui était l'assistante de Jung et qui a poursuivi son œuvre personnelle après la mort de Jung, qui était une femme psychothérapeute absolument fabuleuse. Je dis toujours que toutes les femmes devraient lire La femme dans les contes de fées de Marie-Louise von Franz, parce que c'est un livre sur les femmes qui est absolument fabuleux. Quand je trouve que les femmes dans le monde du travail aujourd'hui deviennent un peu trop des caricatures d'hommes et qu'elles oublient que justement leur richesse c'est leur féminité et que c'est là-dessus qu'elles doivent jouer pour changer les choses, sinon rien ne changera jamais. Petite parenthèse. Donc, quand je fais un thème, je vois tout de suite la part de féminité acceptée, bien intégrée, bien exploitée chez un homme, qui est donc sa partie double, la part de masculinité qui est bien acceptée ou refoulée chez une femme, et ça me permet justement de définir un type de caractère qui n'est pas figé, qui n'est pas définitif, encore une fois. Hein. C'est un dialogue, c'est une communication. À partir de là, la personne doit réfléchir pour savoir effectivement si ça lui convient ou si ça lui convient pas. C'est elle qui décide toujours. Ce ne sont pas les astres, hein. C'est elle qui décide. Donc le jumeau, en fait, à la naissance, il est divisé d'emblée. Il est divisé d'emblée. Donc c'est pour ça que presque chez tous les jumeaux, c'est rare que ça n'arrive pas, on a le bon et le moins bon. On a celui qui est plutôt gentil, calme, doux,
respectueux, et l'autre qui est un peu un rebelle, qui se croit tout permis, et voilà. Mais nous avons ça en nous, en essence. Donc, si ça devient chez les jumeaux une caricature, ça peut se compenser. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont tellement besoin l'un de l'autre. Il est rare que des jumeaux ne soient pas viscéralement, les vrais, j'entends, ne soient pas viscéralement attachés l'un à l'autre. Cela étant dit, il y a évidemment beaucoup moins de jumeaux que d'individus nés seuls sur Terre. Mais il n'empêche, ça s'explique comme ça. Qu'est-ce qui fait effectivement qu'une personnalité va exprimer la part lumineuse ou la part d'ombre de sa personnalité, selon vous? Ça correspond d'abord à des choix de vie, à des choix d'être, mais aussi à des potentialités qui ont été plus ou moins développées quand il était jeune. Parce que, comment dire, bien qu'on prêche un peu le monde de l'enfant roi aujourd'hui, on traite très, très mal les enfants. On ne fait pas ce qu'il faut avec eux. Je sais de quoi je parle parce que j'ai 4 filles qui sont grandes aujourd'hui, bien sûr, puisque l'aînée a 42 ans. Et bien sûr, ces filles ont fait des enfants aussi. Donc, j'ai des petits-enfants. Et je vois bien qu'il y a une mauvaise habitude qui se reproduit, dont moi, j'ai vraiment pris conscience un peu tardivement, bien que ma femme et moi, on en ait toujours eu l'intuition, ce qui fait qu'on a été, comment dire, très permissif, mais en même temps, en imposant certaines limites à nos filles. Permissif dans le sens, on les a laissées totalement s'exprimer et faire ce qu'elles voulaient. On leur a pas dit, vous allez faire des études, vous allez prendre une voie plutôt qu'une autre. Elles ont décidé d'elles-mêmes de ce qu'elles voulaient faire. Et elles s'en félicitent aujourd'hui parce qu'elles sont toutes très heureuses dans ce qu'elles font. Mais moi, j'imposais un peu des limites. Alors, bien évidemment, j'ai fait les thèmes de mes filles à leur naissance. Donc, tout de suite, j'ai compris la dialectique profonde de leur personnalité à l'instant où elles étaient nées. Il est clair que ma femme et moi, ça nous a beaucoup aidés pour savoir justement ce qu'il fallait plutôt favoriser chez elles, plutôt ne pas contrarier chez elles au risque de provoquer des drames et de créer des précédents dont elles ne se seraient pas défaites. Mais il n'empêche, moi je leur ai toujours dit, vous ne m'appartenez pas. Je suis votre père, mais vous ne m'appartenez pas. Je suis responsable de vous jusqu'à vos 18 ans, parce que c'est ce qu'on dit, mais je peux être responsable de vous beaucoup plus si vous le voulez, ça dépend que de vous. Mais surtout, si vous voulez que nos relations évoluent, parce que rien ne change jamais dans le monde, on évolue ou on meurt. Sinon, le changement, c'est du pipeau. On parle que de changement. Moi, je connais personne qui ait changé dans sa vie. Par contre, des êtres qui ont évolué, oui, j'en ai vu. Ça, c'est autre chose. Et quand on évolue, c'est en profondeur. Ça vient vraiment de quelque chose. Bon. Et je leur disais toujours, si vous voulez que nos relations évoluent, il y a un moment où vous devrez nous considérer non plus comme votre père et votre mère, mais comme des adultes à part entière. Et nous, on devra vous considérer aussi non plus comme nos filles, mais comme des adultes à part entière avec qui on a des relations privilégiées. Voilà. Parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Dans les communautés primitives, les parents exclusifs n'existaient pas. C'était la communauté qui élevait l'enfant. Et quel dommage que nous ayons perdu ça. Parce que les enfants étaient bien plus épanouis, bien plus heureux. Et les adultes, après aussi, dans ces communautés, qui s'occupait de tous les enfants. Alors, la mère s'en occupait, bien sûr, intégralement dans les 4 premières années, mais tout le monde acceptait l'enfant dans toutes les activités, tant et si bien qu'il n'y avait pas besoin d'enseignement, il n'y avait pas besoin d'école. À partir du moment où l'enfant participe à tout ce qu'on fait, quand un enfant vient vers vous et qu'il veut participer à ce que vous faites, c'est qu'il est mûr pour le comprendre. Et nous, on met des barrages. On met des barrières, on dit non, va dans ton coin, va regarder ton dessin animé, va regarder ton bouquin. Mais non, les enfants, il faut les faire participer à tout ce qu'on fait. Alors, pas d'une manière interventionniste, c'est pas à eux de décider, mais les faire participer pleinement. C'était ça, en fait, la meilleure éducation qui soit. Vous savez, éduquer, ça vient d'un mot latin, educare, qui veut dire faire sortir de. Donc, on fait sortir de l'être ce qu'il a en lui. C'est ça, éduquer. Alors que nous, aujourd'hui, c'est enfonce-toi bien ça dans la tête. C'est tout le contraire. On fait l'inverse de ce qu'il faut faire.
Donc, on a tous les enfants, donc tout être qui naît sur Terre a des potentialités dans son domaine, qui est le sien. Et plus tôt on peut le savoir et favoriser ça chez lui, mieux tout le monde se porte. Alors, votre dictionnaire merveilleux de l'astrologie explore l'histoire et l'insymbolique des astres. Oui. Vous évoquez l'idée que l'astrologie a été coupée de ses racines spirituelles et scientifiques. Pourquoi ? Parce que, alors ça, il faudrait pour ça... Je suis très curieux de l'histoire, Bon, mais moi, je pratique plutôt une histoire alternative. C'est-à-dire que j'essaie de remplir les blancs dans l'histoire, parce qu'il y a plein de blancs. Notamment, par exemple, quand on a fait toutes ces découvertes en Mésopotamie, qui est donc l'Irak aujourd'hui, on a découvert des dizaines de milliers de tablettes écrites en écriture cunéiforme, et en fait, aujourd'hui, on n'en a traduit que à peu près 10%. Donc, on écrit l'histoire d'un peuple avec 10% des écrits qu'on a sous le coude, et notamment tout ce qui concerne la divination, l'astrologie a été gommé. Vous voyez pourquoi ? Parce que ça dérange beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à M. de Colbert, donc Louis XIV, l'astrologie était enseignée dans les universités. On enseignait l'astrologie et l'astronomie. Et bien avant ça, en Chaldée, à Babylone, on parlait d'une astronomie sacrée. La même, vue un peu différemment, mais la même en Égypte antique. Parce qu'en Égypte antique aussi, il y avait une astronomie sacrée, donc fabuleuse, parce que c'était une forme d'astrologie qui fonctionnait au jour le jour. Comme en Chine, on était capable, les géomanciens, qui sont aussi astrologues en Chine, mais pour reprendre ce que vous disiez au début à propos de la Chine, aujourd'hui encore, les géomanciens sévissent en Chine. Ils sont toujours partout dans les rues avec le yiking et avec les prévisions astrologiques. Ils savent vous faire un zodiaque et savoir si ce jour va être bon, faste pour vous ou pas. Au Japon, n'en parlons pas, il y a carrément des astrologues dans les grandes entreprises. Ils ont leur astrologue attitré. Fin de la parenthèse. Donc, Colbert a séparé l'astrologie de l'astronomie dans l'enseignement universitaire. Du coup, l'astrologie est devenue marginalisée plus exactement. Elle a été marginalisée. Donc, entre les mains de tout et n'importe qui, c'est quand même oublié que Copernic était astrologue, que Galilée était astrologue, que Kepler était astrologue, que Tycho Brahe, le maître de Kepler, était astrologue, et que Charles de Villeneuve était l'astrologue de Louis XIV, donc il fréquentait forcément M. de Colbert. Et petite anecdote à propos de ça, c'est que la mère de Louis XIV, elle a accouché le même jour que celui qui allait devenir le boulanger du roi. Donc Louis XIV avait une espèce de jumeau astrologique. OK ? Et ce jeune homme, donc, cet enfant, qui est né le même jour que Louis XIV, il est devenu le boulanger du roi. Et la petite histoire, l'histoire alternative, donc, dit que jamais Louis XIV ne prenait une décision sans savoir comment allait son boulanger. Vous voyez ? Et c'est de cette histoire dont s'est inspiré Alexandre Dumas pour créer l'homme au masque de fer. Donc, moi, si vous voulez, il y a une chose qui encore aujourd'hui, me révolte totalement dans l'histoire. Et je comprends même pas qu'on puisse ne pas être dérangé par ça. C'est cette fameuse chasse aux sorcières qu'il y a eu donc entre le XIVe et le XVIIe siècle, qui a été absolument monstrueuse, et dont, en fait, on se rend compte qu'elle était due au fait que les serfs, au XIIe et XIIIe siècle, n'étaient pas des esclaves, n'étaient pas des gens soumis. Ils se révoltaient couramment pour avoir ce qu'ils méritaient. J'ai lu un bouquin d'un économiste sur l'économie de cette période, et on se rend compte que les serfs, à l'époque, travaillaient beaucoup moins que nous, et que donc, en fait, ils travaillaient à peu près 3 jours par semaine, et le reste du temps, ils vaquaient à leurs occupations, et ils ne connaissaient pas la famine. Ils pouvaient vivre de ce qu'ils cultivaient. Et chaque fois qu'il y avait des abominations ou des excès qui étaient commis contre eux, ils se rebellaient. C'est-à-dire que la rébellion, c'est pas nouveau en France, ça a toujours existé.
et qui les incitait? Les femmes. Comme toujours, parce que c'est les femmes qui souffraient le plus des manques et qui avaient des besoins essentiels dont elles ne pouvaient pas se passer. Et donc, en fait, pour punir ces femmes, on a créé l'Inquisition. Parce que comme par hasard, en plus, ces femmes, elles connaissaient la nature, elles savaient utiliser les plantes, elles savaient guérir, et ça plaisait pas du tout, que ce soit à l'Église ou à la royauté qui avait le pouvoir. Donc on s'est dit que la seule façon de tenir les hommes en laisse, c'était d'éliminer les femmes. Et en fait, le mythe de la sorcière est né comme ça. Mais ce qui me révolte complètement et ce que je trouve odieux, c'est qu'on s'est servi exactement du même modèle dans les colonies. C'est-à-dire qu'après, quand les colons... Alors, quand j'étais à l'école, on appelait ça les grandes découvertes. Je ne sais pas si c'était des grandes découvertes, mais ce que je sais, c'est qu'on a commis des abominations en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Chine, en Afrique, partout. En Australie, les Européens ont commis des abominations, justement sur ce principe. On élimine systématiquement tous ceux qui nous gênent, qui nous dérangent, ou alors on les réduit à l'esclavage. Vous voyez ? Il faut quand même pas oublier, moi c'est une chose que je dis, vous voyez, pour comme quoi un astrologue n'est pas quelqu'un d'endormi, mais de quelqu'un qui essaie de rester éveillé. Il faut quand même pas oublier que toutes les sociétés capitalistes sont nées sur ces racines d'abomination. Donc, il faut bien réfléchir quand même à d'où on vient et à se demander si on a vraiment droit à tout ce dont on jouit aujourd'hui pleinement. Quelle est la réponse que vous offrez, vous, à cette question aujourd'hui ? Moi, je dis qu'on n'y a droit que si on veut faire preuve de beaucoup plus de conscience. Si on fait un effort pour avoir une conscience de plus en plus large, de plus en plus généreuse, de plus en plus ouverte au monde et à la vie, qui fait tomber toutes les barrières des castes, des races, des syndicats, des groupes. Voilà, on est tous semblables, Alors, bravo pour les cultures, parce que les cultures, c'est formidable. Les cultures, c'est justement cette espèce de ferment qui fait qu'on peut se confronter les uns aux autres d'une manière intelligente et productive, parce qu'on aborde le même sujet sous un angle différent, et du coup, ça fait un bien fou de découvrir qu'il y a un autre angle pour vivre et éprouver les mêmes choses. Bon, mais pour le reste, on nous divise en permanence, c'est scandaleux. Moi, j'ai pas envie d'être séparé de ce que pense un Russe ou un Ukrainien aujourd'hui, ou un Juif ou un Palestinien. Pour moi, c'est la même chose. Je comprends même pas qu'on en soit encore là. C'est dramatique. On a régressé à un point extrême et on est toujours dans cette même dialectique. Vous voyez, quoique étant astrologue, j'ai une vision justement universaliste de la vie et du monde. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait ? Il faut pas... Vous voyez, en ce moment, on nous parle partout de la guerre. Tout le temps, c'est vraiment... Bon, alors, d'abord, moi, je suis très réceptif au discours d'Emmanuel Todd. Je ne sais pas si vous connaissez Emmanuel Todd, qui est quelqu'un de très rigoureux, un universitaire, donc qui a été très encadré, etc. Mais il a un discours d'anthropologue. Et ça change tout. Parce que l'anthropologue, il est près de l'humain. Il ne voit pas les choses comme des entités abstraites ou comme des objets, justement. Il voit ça comme du vivant. Et son discours, quand il nous parle de ce qui se passe en ce moment, est tellement sensé que je ne comprends même pas que les gens qui dirigent les États aujourd'hui ne tiennent pas compte de son raisonnement qui est tellement juste. Parce que là, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? On cherche à nous entraîner dans une guerre qui ne nous concerne absolument pas, qui a été provoquée par les Américains, qui ont créé un nouveau personnage guerrier en Ukraine comme ils l'avaient fait en Afghanistan et ça s'est retourné contre eux. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Que l'Ukraine aussi va se retourner contre nous tôt ou tard ? Enfin bon, parce qu'on ne parle pas de tout ça, toutes les dérives que ça peut entraîner à force. Je trouve ça dramatique. On nous parle d'histoire et qui tient compte de l'histoire et de ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps ? On nous fait croire que Poutine est un nouvel Hitler. Alors, je ne suis pas du tout pro-Poutine, mais moi, par contre, je connais beaucoup de Russes depuis longtemps. Ma sœur aînée s'est mariée justement avec un Ukrainien. Donc, j'ai baigné dans cette culture russo-ukrainienne, justement, durant ma jeunesse, ma première jeunesse. J'en ai gardé un souvenir
fabuleux parce qu'ils ont un sens de la communauté qui est formidable. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça aujourd'hui? On montre les Ukrainiens comme des caricatures, les Russes comme des caricatures. Mais l'être humain, le Russe humain, l'Ukrainien humain, il est où dans tout ça? Vous voyez, si j'étais... j'ai 76 ans aujourd'hui, si j'étais plus jeune, moi je dirais, c'est fini, on fait plus de révolution. Mais vous voulez la paix? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la guerre ou vous voulez la paix? Vous voulez la paix? À l'Europe, on va tous en Ukraine. Les mains dans les poches, on va tous en Ukraine. On y va. Et des milliers de personnes comme ça marchent, une marche de la paix en Ukraine, du jour au lendemain. Voilà. Ça serait vraiment révéler que ce qu'on veut, c'est la paix. Jung disait une chose très importante sur la guerre. Il disait qu'en fait, la guerre, parce qu'on peut se poser la question, d'où vient la guerre? Parce que depuis, on a l'impression, quand on lit l'histoire, que depuis que les êtres humains existent, ils se font la guerre. Non. Depuis que les civilisations existent, ils se font la guerre. Avant, ils ne se faisaient pas la guerre. De temps en temps, ils n'étaient pas d'accord sur certaines choses. Ils réglaient ça entre eux, mais rarement d'une façon sanglante. Très, très rarement. De même que, vous savez aussi, les animaux, quand ils se combattent jamais à mort. C'est bon. Très loyal. C'est très loyal. On devrait prendre cet exemple. Et je pense que nos ancêtres suivaient cet exemple. Il n'y a qu'à voir aussi la jeunesse d'aujourd'hui qui se bat de manière déloyale, contrairement à une jeunesse que j'ai connue, qui était beaucoup plus loyale. On est tout à fait d'accord. Donc, Jung disait à propos de la guerre que c'est un archétype qui est présent dans la psyché inconsciente. Et que si on l'active, il se manifeste. Donc, si on veut la guerre, elle arrive. C'est fou à dire, mais c'est presque ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ouais. De la même façon que quelqu'un qui n'est pas malade et qui veut être malade, il active la maladie et il finit par être malade. Il y a des malades imaginaires qui finissent par être très malades parce qu'ils ont tellement activé l'archétype de la maladie en eux qu'ils deviennent malades. Vous voyez? Mais ça, c'est vrai aussi. C'est vrai pour l'accident. C'est vrai pour un tas de choses qui nous arrivent. Je parle de l'accident dans mon dictionnaire. C'est même le premier chapitre que je traite en disant que l'accident n'est pas fatal. C'est nous qui l'appelons inconsciemment. Mais justement, encore une fois, comme disait Jung, la connaissance de soi, ça ne veut pas dire qu'on se connaît parfaitement soi-même. Il ne peut y avoir de connaissance de soi sans connaissance de son moi conscient et de son moi inconscient. Or, l'inconscient, le moi inconscient, représente à peu près, disons, 95% de ce que nous sommes. Donc, on sait très peu de choses sur soi. Voilà en quoi le thème astral peut nous aider, voyez? Voilà en quoi ça serait formidable qu'il soit à nouveau enseigné d'une façon intelligente dans les universités comme un support de réflexion sur soi. Voilà, parce qu'on peut, du coup, révéler en soi des choses essentielles qui nous échappent a priori. L'inconscient, je ne vois pas l'inconscient comme le traitait Freud, comme une poubelle. L'inconscient, c'est ce que Jung appelait le savoir absolu, c'est toute la mémoire inconsciente de l'univers que nous sommes capables de capter, qui passe à travers nous, en permanence. Mais si on captait tout ça en permanence, on deviendrait fou. On ne pourrait même plus raisonner, on ne pourrait même plus vivre. Mais par contre, il y a des choses qu'on peut susciter et qui proviennent directement de l'inconscient et qui nous enrichissent. D'autres qui peuvent nous éprouver, nous faire beaucoup de mal parce qu'on a besoin de s'éveiller, on dort, on est la plupart du temps, on vit d'une façon léthargique. Vous critiquez la manière dont la civilisation a dénaturé ses enseignements. Oui. En quoi la pratique actuelle du tarot ou de l'astrologie s'éloigne-t-elle de son essence originelle? Vous savez, par exemple, l'astrologie, aujourd'hui, c'est les horoscopes. Oui. Bon, je sais de quoi je parle parce que moi, j'ai donné dans l'horoscope. J'ai présenté l'horoscope sur Europe 1 pendant 7 ans, tous les matins. J'ai présenté l'horoscope sur Antenne 2 pendant 5 ans. Où j'ai fait du tarot aussi, puis dans les magazines, etc. Mais je veux pas raconter ma vie, mais moi, si j'ai fait de l'horoscope, c'est parce que j'ai compris que la seule façon que j'avais de pouvoir, à un moment donné, parler de l'astrologie d'une façon plus intelligente, il fallait que je passe par le passage obligé de l'horoscope, sinon personne ne m'écouterait. C'est-à-dire que quand j'allais avec mes projets un peu fous chez les éditeurs, ils n'en voulaient pas. Dès lors que j'ai été présent à la radio et à la télévision et que j'ai fait de l'horoscope, tout le monde a voulu éditer mes livres.
Il n'y a pas eu de problème. Ce qui m'a permis de réaliser une encyclopédie chez Hachette, que j'ai conçue et réalisée de A à Z, qui s'intitulait l'encyclopédie Apprendre et connaître l'astrologie et les arts divinatoires, qui a été diffusée sous forme de 120 fascicules hebdomadaires que j'écrivais donc toutes les semaines dans le monde entier, c'est-à-dire il a été traduit en 15 langues et vendu à 60 millions d'exemplaires. Wow. J'ai mis 10 ans à convaincre Hachette de faire cette encyclopédie, dont ils se sont félicités, d'ailleurs, évidemment, moi aussi, parce que j'étais ravi. Bon, 60 millions d'exemplaires. C'est quand même... Ah oui, mais c'est resté complètement, anodin, anecdotique, parce que personne n'en parlait. C'est de l'astrologie. Si vous vendez 60 millions d'exemplaires d'Astérix, tout le monde en parle, alors qu'aujourd'hui, Astérix, c'est un produit Bolloré. Hein. Je vous le rappelle, messieurs et mesdames les libraires qui voulaient boycotter Bolloré, si vous voulez boycotter Bolloré, boycottez Astérix. Mais comme Astérix savait beaucoup dans votre chiffre d'affaires, vous n'allez pas le faire. Donc, vous voyez comme on ne va pas jusqu'au bout de nos intentions. Hein. Moi, pour rien au monde, je retournerai chez Hachette aujourd'hui, où pourtant, j'ai bien vécu en mon temps. Hein. J'ai travaillé avec des gens formidables au sein d'Hachette, donc je renie absolument pas tout ce que j'ai fait chez Hachette. Donc, tout ça pour dire que je faisais de l'horoscope pour faire quelque chose d'autre, d'un peu plus intelligent dans ce domaine et redonner à l'astrologie et aux arts divinatoires leur lettre de noblesse. Mais aujourd'hui, l'horoscope, c'est devenu de la soupe. Hein. C'est devenu de la soupe, c'est n'importe quoi. Alors, vous savez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment fonctionne l'horoscope. L'horoscope, il fonctionne sur le principe des statistiques. Or, en tant qu'astrologue, là, pour le coup, je suis anti-statistique. Tout ce qui m'intéresse, c'est l'individu qui est né à un instant unique. Et c'est les événements qui se produisent dans cet instant unique et qui coïncident avec la naissance de la personne. Donc ça, c'est hors statistique, puisque les statistiques, plus le nombre est grand, et plus on est sûr d'avoir un bon pourcentage. Mais ce qui ne rentre pas dans cette étude statistique est exclu. Donc justement, l'exception est toujours exclue. Marius von Franz, qui a écrit un très beau bouquin qui s'appelle « La psychologie de la divination », elle explique très bien tout ça. Et elle explique à quel point, justement, les statisticiens excluent beaucoup de choses du monde dans lequel on vit parce qu'ils travaillent avec des grilles, comme le font les météorologues aujourd'hui. La météorologie est à l'origine une science astrologique. Hein, c'est-à-dire les premiers météorologues étaient des astrologues. Mais donc, ils tenaient compte du temps qu'il allait faire là où il se trouvait. Il ne se préoccupait pas de savoir quel temps, s'il vivait au fin fond de la Provence, il ne se préoccupait pas de savoir quel temps il allait faire en Chine, dans une région de Chine. Il se préoccupait du temps qu'il allait faire là. Donc, en fait, ils observaient non seulement les astres, mais ils observaient aussi tous les phénomènes qui se produisaient dans la nature autour d'eux pour faire leurs prévisions, qui s'avéraient la plupart du temps très justes. Aujourd'hui, les météorologues, ils se servent de grilles statistiques. Donc, c'est pour ça on dit toujours « Oh là là, leurs prévisions ». Non, leurs prévisions, elles sont quand même fiables. Elles sont fiables notamment pour le trafic aérien, moins pour les agriculteurs. Moi qui vis à la campagne, je peux vous dire que les agriculteurs, quand même, ils tirent un peu la tronche, comme on dit aujourd'hui, parce que c'est pas toujours aussi fiable. Pourquoi ? Parce qu'on ne se fie pas au temps qu'il fait là où on est. Ouais, local. Moi, je vous garantis que je fais ma météo là où je suis, où je vis depuis toujours, et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Donc, tout ça pour dire que l'horoscope qui table sur le plus grand nombre, plus vous faites une prévision aujourd'hui pour le signe du Scorpion ou du Sagittaire, je ne sais pas ce que vous êtes, mais vous devez être pas loin de l'un ou l'autre. Comment vous avez deviné je suis Sagittaire ? Le physique. Mais physique. non. Si, le oh là là. Si on fait une prévision pour le Sagittaire aujourd'hui, plus il y aura de Sagittaires qui vont écouter, plus on est sûr que ça marchera. Vous voyez ? Voilà. Mais l'individu Sagittaire unique que vous êtes, qu'est-ce qu'il va entendre de lui aujourd'hui ? En quoi ça va l'enrichir, lui permettre d'approfondir certaines questions par rapport à lui-même, de prendre des décisions importantes dans sa vie, etc. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Alors oui, on peut faire des prévisions en astrologie, mais il faut bien se garder aussi de faire des prévisions à long terme. C'est très dangereux parce que ça veut dire que si vous faites des prévisions à long terme, vous donnez aucune chance à l'individu d'évoluer par lui-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà.
En fait, il faut lui donner un maximum d'atouts quand on fait son thème, dans ce moment, pour qu'il puisse évoluer. Et on peut lui faire des prévisions à court terme qui lui seront utiles, mais certainement pas à long terme. Quelle est la différence entre prévision et prédiction? La prédiction, c'est fatal. Alors que la prévision, prévoir, elle est liée à la prévention. Hein? Nos ancêtres ne faisaient jamais de prévision s'ils ne savaient pas anticiper. Vous voyez, les premiers astrologues ne faisaient aucune prévision s'ils ne pouvaient pas anticiper leurs prévisions, pour justement agir ou réagir de la bonne façon, ou se protéger simplement, si on ne pouvait rien faire pour empêcher que le phénomène se produise. Donc c'est très différent. Et alors, si on veut faire le parallèle avec le tarot, moi le tarot, les 22 arcanes majeurs, je les surnomme l'alphabet de l'âme. Donc il nous met en relation avec notre âme, avec ce qui est caché en nous, à tel point que quand on réfléchit, qu'on veut faire un tirage, donc avec les 4 cartes comme j'explique dans mon livre, si on veut faire un tirage et qu'on pose pas la bonne question, évidemment, on n'obtient pas la bonne réponse. Mais dans la réponse qu'on va obtenir, on va réussir à trouver la vraie question qu'on se pose. Vous voyez ? Pour donner un exemple très schématique, quelqu'un peut dire ce que je voudrais savoir, c'est si vraiment ça va bien se passer dans mon boulot pour moi dans les temps qui viennent, si je vais avoir une augmentation. Et puis, vous faites le tirage et tout à coup, c'est sa vie affective qui se révèle. Vous voyez, sa vie amoureuse. Donc, en fait, comme on vit tous beaucoup dans le déni, la plupart du temps, il faut parfois chercher la question qui est derrière la question. Vous voyez ? Bon, parce que le tarot, lui, nous met en relation avec l'inconscient, avec ce qui est caché en nous, ce qu'on se cache à nous-mêmes, mais qui est là, qui affleure et qui demande qu'à se révéler. Et donc, le tarot, il actualise. Vous voyez ? Mon tirage et les interprétations que je livre, je les ai divisées en 2 parties. Une interprétation immédiate, donc la situation actuelle, et une évolution probable. Je parle d'évolution et pas de changement, encore une fois. L'évolution, ça n'a rien à voir avec le changement. Je vous dis, le changement, c'est changement social, qu'est-ce que ça change ? Comme disait très justement, j'adore les poètes, vous savez, la chanson, le poème que Ferré a mis en musique, « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Changer de nom, changer de corps, à quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis. Vous voyez, voilà. Donc on peut changer de nom, on peut changer de corps, comme on fait au théâtre, par exemple. C'est très bien, d'ailleurs, c'est très thérapeutique, mais on ne change pas. Au fond, on ne change pas. Par contre, exploiter les qualités, les atouts, aussi les handicaps, les problèmes qu'on a en soi pour évoluer, ça, c'est toujours possible. Et là, on peut avant tout se surprendre soi-même, parce que faut pas chercher à surprendre les autres. Ce qu'il faut, c'est se surprendre soi-même, se dire, ah oui, toute ma vie, j'ai fonctionné comme ça, parce que on a des réflexes comportementaux. Ça aussi, on les voit dans le thème astral. On a des réflexes comportementaux. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est facile de faire des prédictions, comme vous dites, comme font la plupart des astrologues, parce que si vous connaissez bien quelqu'un, un proche, quelqu'un qui est très proche de vous, vous connaissez toutes ces petites manies, vous savez que quand il est confronté à telle ou telle situation, il réagit toujours de telle ou telle manière. Donc, comme la vie est faite d'éternels recommencements, vous pouvez prédire que quand il sera confronté à telle ou telle situation, il va encore se comporter de telle ou telle façon, parce qu'il réagit selon ses réflexes comportementaux. Mais il ne sait pas qu'il a une compensation inconsciente à ses réflexes comportementaux qui peuvent l'aider à réagir complètement différemment. Vous voyez ? Voilà. Et ça, dans le thème astral, ça se voit. De la même façon, la fameuse ombre dont parle Jung, qui est toute la partie obscure de soi, elle apparaît aussi dans le thème. Et plus vite on en prend conscience, moins on la subit. Parce que quand on subit son ombre, c'est souvent à travers des drames, des épreuves, des catastrophes, des accidents, etc. Mais si on active son ombre pour en être plus conscient, tout ça ne nous affecte pas. C'est ça le Tao, hein ? C'est pas autre chose le Tao. C'est pour ça que c'est la même histoire. Le Tao, c'est ça. C'est-à-dire que le Tao, c'est pas ne pas agir, c'est ne pas intervenir. C'est pas pareil. On retrouve exactement la même philosophie dans le Shabbat des Juifs. Parce que le vrai Shabbat,
c'est le samedi, donc, où on ne fait rien. C'est-à-dire que c'est pas, on ne fait rien, on n'intervient pas dans ce qui se passe. On ne réagit pas, on n'interagit pas. C'est ça, c'est le Tao, ça, hein, c'est la même histoire. Tout ça, vous voyez, avec des cultures complètement différentes, opposées, ce que je disais tout à l'heure. Les cultures s'enrichissent les unes des autres, mais elles ont souvent les mêmes bonnes idées. Parce que c'est très bien de dire un jour par semaine, vous ne réagissez pas à ce qui se passe autour de vous, vous laissez faire. On pense que c'est du laxisme, qu'on baisse les bras, mais pas du tout. Non, c'est une respiration, ça fait le plus grand bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le destin? Le destin, c'est ce qu'on est. On ne peut pas échapper à soi-même. Donc le destin, il est écrit dans le thème, évidemment, c'est ce qu'on est. Voilà. Et on ne peut exercer aucun libre arbitre tant qu'on n'est pas conscient de ce qu'on est. Le libre arbitre est une vue de l'esprit. On se croit libre, mais dans le monde dans lequel on vit, dans nos sociétés, on n'est pas libre. On est conditionné par des tas de règles, de lois, de passages obligés. Et du coup, on a oublié complètement les périodes d'initiation qui existaient chez les peuples primitifs et qui faisaient qu'on passait des stades au fur et à mesure qu'on grandissait dans la vie. Donc, le destin, c'est d'être soi-même. On ne peut pas échapper à soi-même. Quoi qu'il arrive, moi, j'ai tendance à croire, mais ça n'engage que moi, hein, que quand on est sur Terre, on sait exactement ce qui va nous arriver. On passe une espèce de contrat avec soi-même pour assumer tout ça. Mais que comme on vit dans un monde aujourd'hui très difficile, hein, on a voulu que ce monde soit le meilleur pour tous, et finalement, c'est le pire pour presque tous. Disons pas pour tous, mais pour presque tous. C'est très difficile d'arriver à être serein, d'avoir un profond bien-être constant dans ce monde qui nous éprouve en permanence et qui, en plus, nous inonde d'informations malsaines et qui, la plupart du temps, ne nous regarde pas, ne nous concerne pas. Vous voyez ? Et en plus, et c'est très grave, des informations qui nous culpabilisent parce qu'on est impuissant à faire quoi que ce soit. On nous dit, regardez, vous avez vu, il y a eu les Russes, là, ils ont tué 35 morts en Ukraine. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça ? Alors on nous dit, il faut faire la guerre. Ah, d'accord, et donc on va aller... c'est monstrueux, c'est monstrueux. Personne n'a envie d'envoyer ses enfants à la guerre. Si c'est ça, je ne sais plus dans quel monde je vis, hein, sincèrement. Parce que très sincèrement, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Mais ce que je souhaiterais du fond de moi, c'est qu'il y ait beaucoup plus de gens qui le disent, qui l'expriment, tout ça. Il ne faut pas être résigné aujourd'hui. Il ne faut surtout pas être résigné. Vous savez, je me suis amusé justement à faire quelques prévisions de l'ordre collectif que je peux vous livrer si vous voulez. Avec joie. Mais ça mériterait une analyse beaucoup plus poussée. Il y a en astrologie, dans le zodiaque, ce qu'on appelle des astres transpersonnels, qui sont Uranus, Neptune et Pluton. Et là, cette année, Pluton fait un tour du zodiaque en 248 ans. Donc c'est dire qu'il reste un peu plus de 20 ans, un peu plus de 20 ans dans un signe. Donc il s'imprègne des qualités qui sont propres à ce signe, et donc on en ressent, ça correspond à des choses dont nous avons besoin, ou plus exactement que nous attendons. Exactement comme les enfants qui réagissent à ce qu'on attend d'eux. Si on attend d'eux des bonnes choses, ils vont faire des bonnes choses. Si on attend d'eux des vilaines choses, ils vont faire des vilaines choses. Eh ben, c'est un petit peu pareil. Et il se trouve que Pluton, cette année, est rentré dans le signe Verseau, au début de l'année 2025. Or, le dernier passage de Pluton en Verseau, c'était en 1777, entre 1777 et 1796. Et vous savez ce qui s'est produit durant cette période de 1767-1796. D'abord, en 1775 jusqu'à 1792, je crois, il y a eu la guerre d'indépendance en Amérique, qui a été quand même très meurtrière, qui a été sauvage d'une certaine façon, parce que c'est un peuple qui s'entretuait, qui s'est entretué. Et puis, en France, en 1789, il y a eu la Révolution française. Mais avant ça, en 1783, et je crois que c'est tout à fait notable dans ce qu'on vit aujourd'hui, il y a eu une éruption volcanique du Laki, qui est un volcan d'Islande, qui s'est produite entre mai 1783 et mai 1785,
et qui a recouvert toute l'Europe d'un nuage de cendres, de suie, qui donc, pendant 2 ans, il n'y avait plus de culture, il y a eu des famines terribles, il y a eu on a déploré près de 160 000 morts en Europe, 10 000 en France, c'était une catastrophe écologique dont les Européens ne pouvaient rien, ils ne pouvaient rien contre. Ils l'ont subi complètement. Ça a été vraiment dramatique. Et certains historiens disent que ça a été le déclencheur de la Révolution française. Parce que les gens ont tellement souffert dans cette période que c'est moins le roi et la reine qu'ils ont voulu trucider que toute la misère physique et morale dans laquelle ils ont vécu pendant 2 ans et qui a été le trop-plein, quoi. C'était vraiment la goutte qui faisait déborder le vase. Il n'est pas dit qu'on soit à l'abri encore de ce genre de phénomène, parce qu'encore une fois, ce sont des cycles, tout ça. D'autant qu'en 1781, donc durant cette période, c'est la période où a été découvert Uranus. Uranus qui est le maître du Verseau, le second maître du Verseau avec Saturne, et qui, à ce moment-là, était dans le signe des Gémeaux. Or, il se trouve que cette année encore, Uranus va rentrer dans le signe des Gémeaux. Donc, on se retrouve avec des configurations assez semblables pour ce qui concerne les astres transpersonnels. Et quand on sait que la Russie est associée au signe du Verseau, on a quand même toutes les raisons de s'inquiéter. Moi, je vous le dis très sincèrement, je veux absolument pas croire en la guerre, mais je m'inquiète. Vraiment, je m'inquiète. Parce que quand je regarde un petit peu ce qui va se passer, je pourrais vous donner d'autres éléments qui viennent confirmer mes dires, mais c'est pas la peine de trop entrer dans les détails, on pourra toujours le faire une autre fois. Mais j'ai vu qu'il y avait une période entre mai et juillet 2026 qui allait être critique. Et là, il faut vraiment que nous tous, nous ne soyons pas résignés, qu'on ne se laisse pas embringuer dans ce qui serait vraiment une catastrophe. Emmanuel Todd a donné comme titre à son livre « La chute de l'Occident ». C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et en fait, effectivement, on commet tellement d'erreurs graves depuis 3 siècles, peut-être même 4, en Occident, que, évidemment, on en subit les conséquences aujourd'hui. Faut quand même pas oublier qu'on a énormément, encore une fois, exploité, colonisé, que ce soit l'Asie, l'Afrique, et tous ces pays aujourd'hui sont devenus des pays libres, enfin, entre guillemets, des pays forts, et il nous vaut une certaine rancœur, mais c'est la moindre des choses quand on sait ce qu'on a commis chez eux. C'est la moindre des choses. Et nous qui sommes fragilisés aujourd'hui, qui sommes éminemment fragilisés aujourd'hui, on a tous intérêt, plus que jamais, à faire preuve d'altruisme et de solidarité et à jouer la carte du pacifisme, de la compréhension, de la bienveillance, de l'ouverture d'esprit. Il faut arrêter de se battre contre des moulins à vent et surtout de reléguer toutes ces informations catastrophistes qui nous font perdre tous nos moyens. Didier Colin, en quoi croyez-vous ? Je vais encore paraphraser Nougaro. Je crois en l'autre, je crois en moi. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? La vie, les oiseaux, les arbres, les forêts, ma femme qui m'inspire toujours le même amour depuis 43 ans, toujours recommencer. Mes filles que j'adore, mes petits-enfants que j'adore aussi, mais les enfants aussi en général. J'adore les enfants. Les animaux, mais mon Dieu que j'aime les animaux. Qu'est-ce qu'on fait souffrir les animaux dans ce monde ? Tout ce qui est vivant, j'aime la vie, vous voyez, j'aime la vie. Qu'est-ce qui vous fait du bien, du coup ? Tout ça, mais évidemment tout ça, parce que tout ça, à partir du moment où je le donne à tous, je reçois au centuple, toujours. Vous savez, quand on donne sans rien attendre en retour, on reçoit, on n'imagine pas comme on reçoit. On n'imagine pas. Donc, effectivement, j'ai fait un parcours pseudo-intellectuel assez obscur, finalement, parce que, vous voyez, ce discours, je l'ai nourri pendant des années, et c'est seulement un petit peu maintenant qu'on commence à m'écouter, enfin, que je commence à pouvoir dire ce que je pense. Mais peu importe, ce qui compte, c'est ce que j'ai vécu, parce que c'est ce que je dis toujours, ce qui compte, c'est les joies éprouvées, les rencontres magiques, les épreuves surmontées. C'est tout ça qui compte. Comment vous est venue cette passion pour l'astrologie et cette passion pour l'histoire ?
Curiosité. Curiosité. Ma grande curiosité intellectuelle. Mon seul bagage, c'est un certificat d'études primaires. J'ai quitté l'école, j'avais 16 ans. Et comme mon papa était chanteur, je suis devenu chanteur. Et donc, j'ai écrit mes chansons, j'ai fait des disques, 45 tours, albums 33 tours, etc. Et puis, parallèlement à ça, je me suis passionné très, très vite pour l'astrologie. Je suis allé frapper aux écoles qui existaient à cette époque. Mais ça m'a pas plu, comme toutes les écoles d'ailleurs, j'étais sûr. Mais par contre, comme je suis très curieux, j'ai énormément bouquiné. Et surtout, j'ai mis très vite ce que j'apprenais de l'astrologie en application. J'ai fait des thèmes, je me faisais pas payer. Hein. Je rencontrais quelqu'un qui était curieux, je faisais son thème. Et en faisant des thèmes comme ça, j'ai appris. J'ai rencontré comme ça des gens fabuleux. Mais vraiment, parce que les rencontres ont toujours été magiques dans ma vie. C'est elles qui m'ont révélé à moi-même. Et puis, l'astrologie ne m'a pas quitté parce que j'ai toujours, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai jamais fini de découvrir des choses dans le zodiaque. J'ai jamais fini. Donc, c'est pour ça que je continue autant que possible. Votre mantra ou la phrase que vous vous dites pour vous faire du bien, celle qui vous habite en ce moment, parce qu'elle peut changer tout au long de la vie. Oui, elle peut changer. Vous savez, en ce moment, il y a un mot qui me revient. C'est pas un mantra, c'est un mot, c'est bleu. Voilà, c'est bleu. 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 C'est bleu comme le ciel, bleu comme l'horizon, c'est bleu. Disons que je suis dans ma période bleue. Vous voyez, voilà. Mais je pense sincèrement ce que disait Maharaji, qui disait « Ne sois pas le méditant, sois la méditation ». Donc moi, je médite partout. Vous voyez, quand je suis venu vous voir aujourd'hui, j'ai pris le train, j'ai marché dans la rue, j'ai médité. Puisque, en fait, la véritable méditation, c'est pas bloquer sa pensée, qui effectivement est assez folle et nous entraîne souvent très loin, c'est avoir une activité physique qui déplace la pensée et qui fait qu'on peut la guider intelligemment, sans la contrôler. Hein. Grande différence entre maîtrise et contrôle. Très grande différence. C'est ça, moi j'essaie d'être la méditation, j'essaie d'être une méditation vivante. Et je peux vous dire, ça me réussit. Eh bien, merci Didier Colin. Merci à vous, Amal, de m'avoir reçu. Merci Didier pour cet échange sans détour. Aujourd'hui, nous avons compris que le tarot et l'astrologie ne sont ni des prédictions gravées dans le marbre, ni de simples amusements. Ce sont des outils de lecture du réel, des guides qui éclairent nos trajectoires sans jamais nous dicter la route à suivre. On veut tous connaître l'avenir, mais la vraie question est « que faisons-nous de ce que nous savons déjà ?» Ces savoirs ne sont pas là pour rassurer ou enfermer, mais pour affiner notre regard, nous aider à voir plus clair et à décider en conscience. De Napoléon à Carl Jung, de Reagan à Churchill, nombreux sont ceux qui ont consulté les autres, les astres, pour mieux comprendre les forces en jeu dans leur époque. Aujourd'hui encore, chefs d'entreprise, artistes et penseurs s'y intéressent, non pas pour suivre un chemin tout tracé, mais pour affiner leur perception du monde. Alors à vous qui nous écoutez, interrogez, expérimentez, confrontez ces connaissances à votre propre vie. Ce qui compte, ce n'est pas ce que disent les cartes ou les étoiles, mais comment vous choisissez d'agir avec ces éclairages. Merci à Didier Colin pour cette conversation profonde, stimulante. Et à très bientôt pour un nouvel épisode sur Blumio. Et merci à vous qui nous écoutez, chers auditeurs. N'est-ce pas? Merci d'être là, absolument, absolument. Sans vous, nous ne serions pas là. Voilà, chers auditeurs, vous le savez, l'aventure ne s'arrête jamais ici sur Blumio. Avant de partir, un petit rappel. Nous sommes un média indépendant. Et dans le monde d'aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Chaque souscription, chaque soutien, c'est ce qui nous permet de continuer à vous offrir du contenu authentique, libre et inspirant. Alors il y a plein de façons de nous soutenir, que ce soit en cliquant sur « Rejoindre » si vous êtes sur YouTube ou directement sur le site bluminiu.fr. On ne va pas se mentir, le soutien financier est essentiel. Mais bien sûr, si vous ne pouvez pas souscrire, tout, ou plutôt presque tout, reste accessible comme toujours, gratuitement. Alors, êtes-vous prêt à rejoindre notre cercle privilégié? Si oui, vous savez où cliquer. On vous attend.